Comment pourrait-on créer un monde aussi juste que possible? L'un des nombreux rêves de l'humanité est de créer un monde dans lequel les choses seraient aussi justes que possible et où le plus grand nombre possible de personnes pourraient mener une vie bonne et bien vécue. Mais si l'on réfléchit aux grands problèmes de notre époque, il est difficile de dire au premier abord quels sont les problèmes vraiment sérieux. Il existe cependant un terme générique ou des objectifs fixés jusqu'en 2030, définis par les Nations Unies, à savoir les objectifs de développement durable. Sustainable Development Goal. Il s'agit de 17 objectifs et 169 sous-objectifs qui décrivent les plus grands problèmes de l'humanité à l'échelle mondiale. Les 17 grands objectifs sont les suivants. 1. Pas de pauvreté. 2. Pas de faim. 3. Santé et bien-être. 4. Éducation de qualité. 5. Égalité des sexes. 6. De l'eau propre et des installations sanitaires. 7. Une énergie abordable et propre. 8. Travail décent et croissance économique. 9. Industrie, innovation et infrastructure. 10. Moins d'inégalités. 11. Villes et communautés durables. 12. Consommation et production durable. 13. Mesures de protection du climat. 14. Vie sous l'eau. 15. Vie sur terre. 16. Paix, justice et institutions fortes. 17. Partenariat pour atteindre les objectifs. Si tu souhaites mieux comprendre ces objectifs en détail, alors Google tout simplement. Sustainable Development Goal. La question importante qui se pose maintenant est de savoir ce qu'il faut faire pour atteindre, au mieux, tous ces objectifs d'ici 2030. Le plus grand levier pour atteindre ces objectifs sont les lois et le fait que ces lois soient effectivement contrôlées dans le monde entier et qu'en cas de non-respect, elles entraînent des amendes si élevées qu'il n'est financièrement rentable pour personne de les enfreindre. Mais le problème, c'est qu'il faudrait établir à l'échelle mondiale une loi fondamentale subsidiaire basée sur les droits de l'homme, à laquelle tous les États du monde devraient se conformer, afin qu'aucun État ne s'octroie un avantage financier par des lacunes. Car le problème est que plus on établit de lois raisonnables dans un État, plus cela coûte souvent cher. Si d'autres États n'introduisent pas ces lois, ils en tirent un avantage concurrentiel. Je vais maintenant te donner 3 exemples de telles lois pour que tu puisses mieux te les représenter. Exemple 1. Loi subsidiaire mondiale sur le climat. Chaque année, il y a une conférence mondiale sur le climat, où l'on discute des problèmes et où l'on négocie des objectifs et des mesures claires. Le problème est que ces objectifs ne sont pas traduits en lois contraignantes, ce qui fait que de nombreux États ne les respectent pas et en tirent de nombreux avantages économiques. Il serait important d'adopter des lois subsidiaires claires et contraignantes au niveau mondial en matière de protection du climat, auxquelles tous les États devraient ensuite se conformer. Exemple 2. Salaire minimum subsidiaire mondial. Dans de nombreux pays du monde, des milliards de personnes sont très mal payées et ne peuvent vivre que très difficilement du travail de leurs mains. Cela favorise énormément de problèmes sociaux, comme par exemple les maladies physiques et psychiques, les mouvements de réfugiés, les guerres, etc. La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment pourrait-on introduire un salaire minimum raisonnable dans tous les pays du monde? Il faudrait pour cela une loi mondiale qui prescrive à tous les États que, sur la base du revenu moyen de la population de l'État concerné, le salaire minimum s'oriente vers 70% de ce revenu moyen et soit ensuite automatiquement redéfini une fois par an. On obtiendrait ainsi automatiquement un salaire minimum raisonnable dans tous les États du monde. De plus, il faudrait établir des lois globales pour que les choses de la vie quotidienne n'augmentent pas plus que la moyenne avec le nouveau salaire minimum, comme par exemple le loyer pour le logement, les frais d'énergie, les denrées alimentaires, etc. En outre, l'objectif de chaque État devrait être que chaque personne ait une chance réelle d'épargner 20% de son salaire mensuel. Ainsi, à long terme, des salaires minimums raisonnables seraient automatiquement définis chaque année dans le monde entier, ce qui permettrait de revaloriser systématiquement le bien commun mondial et d'éviter que l'écart entre les riches et les pauvres ne s'accroisse. Exemple 3. Impôts subsidiaires globaux. Dans chaque pays, il existe des systèmes fiscaux et des lois fiscales individuelles. Il en résulte une concurrence fiscale mondiale et ce sont surtout les grandes entreprises qui en tirent d'énormes avantages et parviennent souvent à ne pas payer d'impôts ou à en payer très peu. Dans le contexte mondial, cela se traduit par le fait que la population active paie le pourcentage le plus élevé d'impôts et que plus une entreprise est grande et agit au niveau international, moins elle paie d'impôts, car elle trouve de nombreuses possibilités pour utiliser des constructions fiscales. Il serait important ici de fixer des lignes rouges globales, quel que soit l'impôt concerné, en dessous desquelles le pourcentage ne doit pas descendre.
Si l'on fixait des taux minimaux pour tous les taux d'imposition de chaque État dans le monde, on fixerait une limite claire à la concurrence fiscale vers le bas, et l'on pourrait ainsi mieux promouvoir l'intérêt général mondial avec ces fonds et, surtout, on garantirait ainsi que chaque État dans le monde dispose de recettes fiscales suffisantes pour pouvoir agir comme État social dans la mesure nécessaire. En somme, on pourrait encore donner de nombreux exemples de lois et de thèmes qui pourraient être inscrits dans une loi fondamentale subsidiaire mondiale, mais cela dépasserait le cadre de cette vidéo. Ce qui est important, c'est que la communauté mondiale, telle que les droits de l'homme ont été définis, serait bien inspirée d'élaborer une loi fondamentale mondiale aussi large que possible, basée sur les droits de l'homme, afin de définir de plus en plus de normes minimales raisonnables à l'échelle mondiale et de les atteindre le plus rapidement possible. Le problème auquel nous sommes malheureusement confrontés actuellement est qu'il n'existe aucune institution où de telles lois peuvent être adoptées. Il n'y a essentiellement que les Nations Unies, mais elles ne sont pas habilitées à adopter des lois mondiales de ce type. Ce que beaucoup ne savent pas, parce que cela n'est malheureusement pas enseigné à l'école dans les cours d'histoire, c'est que depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, il y a eu à chaque époque, et il y a bien sûr encore aujourd'hui, de nombreuses personnes qui se sont prononcées en faveur d'un Parlement mondial démocratique. Parmi eux, on trouve par exemple Diogène de Sinope, Thomas Paine, David Hume, Voltaire, Gotthold Ephraim Lessing, Christophe Martin Wieland, Friedrich Schiller, Emmanuel Kant, Mohandas Gandhi, Jawaharlal Nehru, Frank Wedekind, Gérard Hauptmann, Albert Einstein, Albert Camus, le pape François, Ernest Bevin, Thomas Mann, William Fulbright, Rosie Kashwimmer, Lola Mevricoid, Gerald Ford, Friedrich von Hayek, Samir Amin, Jürgen Habermas, et bien d'autres intellectuels, hommes et femmes politiques, scientifiques, lauréats du prix Nobel, etc. Comme beaucoup craignent qu'un Parlement mondial démocratique n'entraîne une surveillance totale du monde entier, jusque dans la sphère la plus privée, ainsi que la suppression de l'identité culturelle, l'uniformisation complète du monde entier, il s'agit bien sûr d'une crainte justifiée à première vue, et il est important de l'exprimer. Mais l'essentiel est qu'il existe déjà une élite et des institutions transnationales qui tirent les ficelles du système, ressemblent à une sorte de gouvernement mondial et imposent en premier lieu leurs intérêts par des lois dans les différents États. Il est évident que c'est loin d'être une démocratie, et qu'il faut reconnaître clairement que cette manière de faire ne sert pas au mieux le bien commun mondial. Si l'on considère le système mondial actuel et qu'on l'examine surtout du point de vue de la théorie des jeux pour voir s'il résiste aux instincts les plus bas, on doit reconnaître très clairement qu'il a été construit et qu'il fonctionne encore aujourd'hui de telle manière qu'une petite élite s'enrichit de plus en plus de manière disproportionnée et que la population en général est exploitée sans mesure. Bien sûr, les choses se sont améliorées au cours de l'histoire, mais si l'on regarde les chiffres globaux et les possibilités dont dispose la communauté mondiale sur la base de la modernité, on pourrait atteindre les objectifs de développement durable bien plus rapidement. La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment faudrait-il donc effectivement procéder pour se réveiller à l'avenir dans un monde aussi juste que possible et surtout pour que les objectifs de développement durable soient atteints? On pourrait bien sûr donner ici une réponse à la manière d'un livre, mais si on voulait la réduire à l'essentiel, on pourrait donner la réponse suivante. Sur la base d'un élargissement du système institutionnel par un deuxième ordre juridique subsidiaire multilatéral global sous la forme d'un Parlement mondial démocratique, d'une Cour de justice mondiale internationale, d'une police internationale, ainsi que d'une force militaire mondiale capable d'agir, on pourrait adopter pas à pas des lois contraignantes universelles multifonctionnelles multilatérales subsidiaires orientées vers l'intérêt général et conformes aux droits de l'homme et transformer ainsi peu à peu à long terme les formes de société dominantes, le capitalisme et le communisme, en un multifonctionnalisme interactif global. L'essentiel ici est que chaque isme de l'histoire n'a pas atteint son but et qu'il a été pensé de manière trop radicale dans sa forme respective et qu'il a également été établi de manière systémique. Si l'on s'oriente vers la forme économique moderne de l'économie de marché écosociale, il est conseillé d'intégrer les aspects positifs de tous les ismes dans une société et de viser une société qui établit le plus grand nombre possible de lois et de systèmes qui apportent un degré de multifonctionnalité aussi élevé que possible. Les lois idéales ne créent pas en premier lieu des avantages importants pour des États et des entreprises individuelles, mais ont pour objectif premier de procurer des avantages au plus grand nombre de personnes possible. Pour que de telles lois soient imaginées à l'avenir et deviennent réalité, le monde de demain a surtout besoin de 2000 parlementaires mondiaux démocratiques qui pensent avant tout de manière systémique globale,
qui s'occupe chaque jour des grands thèmes et problèmes de l'avenir et qui cherche chaque jour les meilleures solutions possibles et qui essaie surtout de compléter à long terme les meilleures lois possibles dans une loi fondamentale globale qui apporte le plus haut degré possible de multifonctionnalité globale. Se pose alors la question légitime. Pourquoi est-il si difficile de créer un Parlement mondial démocratique? Et surtout pourquoi n'y a-t-il pas de Parlement mondial démocratique à ce jour? Pour créer un Parlement mondial démocratique, il faut une Assemblée des Nations Unies et une majorité des 2/3 qui se prononcent en faveur de la création d'un Parlement mondial démocratique et l'accord des 5 puissances de veto, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. D'un point de vue politique réel, c'est très difficile à imaginer aujourd'hui, car si l'on pense par exemple qu'une majorité des 2/3 de tous les États du monde voterait en faveur de différentes lois au sein du Parlement mondial démocratique et que les 5 puissances de veto et d'autres pays industrialisés de premier plan voteraient contre, quelle serait la probabilité que les États du monde entier intègrent effectivement cette idée dans leur législation? Un Parlement mondial démocratique aurait donc théoriquement le pouvoir de dicter des lois contraignantes à Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Poutine, etc. ou à une élite transnationale et de limiter considérablement leur pouvoir. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles cette institution Parlement mondial démocratique et une loi fondamentale subsidiaire globale ont été empêchées avec succès jusqu'à aujourd'hui. Si l'on souhaite développer le monde le mieux possible à l'avenir, ces grandes lois subsidiaires mondiales sont pourtant nécessaires pour que le système soit chargé de la raison fondamentale nécessaire à l'échelle mondiale. Du point de vue de la théorie des jeux, tu dois prendre conscience du fait que s'il n'existe pas d'ordre fondamental supérieur global sous la forme d'une loi fondamentale subsidiaire globale aussi large que possible, basée sur les droits de l'homme, il ne sera jamais possible de parvenir à une fonctionnalité durable du système à petite échelle, c'est-à-dire dans tous les États, provinces, districts, villes et villages du monde entier, ce que la situation mondiale actuelle, mesurée à l'aune des objectifs de développement durable, démontre clairement dans les faits. L'objectif de la communauté mondiale devrait être d'établir un deuxième ordre juridique subsidiaire sous la forme d'un Parlement mondial démocratique, d'une Cour de justice internationale, d'une police internationale et de forces internationales de maintien de la paix, où l'on tient surtout beaucoup au multilatéralisme et où l'on essaie à l'avenir d'y adopter le plus grand nombre possible de lois subsidiaires globales qui servent positivement le plus grand nombre possible de personnes et qui favorisent avant tout le mieux possible le bien commun mondial. Pour conclure, Albert Einstein s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur d'un Parlement mondial démocratique. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il en espérait plus de pouvoir, d'argent ou une meilleure position? Il est plus probable qu'un physicien soit confronté quotidiennement à des défis complexes et que cela puisse aussi amener à réfléchir à la manière dont il faudrait doter institutionnellement un système mondial créé par l'homme pour obtenir les meilleurs résultats possibles à l'avenir. C'est pourquoi Albert Einstein est probablement arrivé à cette conclusion. Un Parlement mondial démocratique est nécessaire pour la communauté mondiale, afin que l'on puisse créer un monde aussi juste que possible, qui permette au plus grand nombre de personnes possible de vivre dans la paix, la liberté et l'autodétermination. C'est tout pour aujourd'hui. Si notre vidéo explicative t'a plu, donne-nous un pouce vers le haut et abonne-toi volontiers à notre chaîne. À la prochaine fois.